La situation en Turquie, 3 semaines après le coup d'État manqué, on en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonsoir Emre Demir. Bonsoir. Alors vous êtes le rédacteur en chef de l'hebdomadaire Zaman France. Zaman, c'est le temps en français. C'est un hebdomadaire bilingue, franco-turc. Alors Zaman, c'est un grand quotidien en Turquie qui a été créé en 86, je crois, par un groupe de presse qui était proche de l'imam Fethullah Gülen. Pendant plusieurs années, c'est devenu après un journal d'opposition au président Erdogan. Ensuite, même Zaman a été mis au mois de mars dernier sous tutelle du gouvernement. Certains de vos collègues ont été arrêtés en Turquie après la tentative de coup d'État. Vous avez des informations sur ces arrestations ? Oui, actuellement, il y a déjà une soixantaine de journalistes. À l'heure actuelle, c'est 64 journalistes. Et la plupart d'entre eux sont des journalistes Zaman, ont été arrêtés. Et aujourd'hui encore, il y a 12, j'ai vu qu'il y a 12 journalistes de Zaman qui ont été arrêtés. Donc, c'est nu que le début, en fait. En fait, le problème avec ces arrestations, c'est que Zaman a été mis sous tutelle il y a 5 mois, et que ces journalistes, en fait, qui travaillaient pour Zaman ont été virés dès le premier mois. Donc, ils étaient en inactivité et qu'ils n'avaient plus aucun moyen de trouver un travail. Ils étaient en grande difficulté financière. Et évidemment, même si en principe, il n'y a aucun d'entre eux, ils n'ont pas soutenu le coup d'État et ils n'avaient pas la possibilité de toute façon d'exercer leur métier. Et donc, la volonté ici, comme Erdogan accuse directement l'imam Fethullah Gülen de fomenter, d'être le cerveau de ce coup d'État avorté, et on assimile du coup l'image de Zaman, qui était un journal très connu quand même en Turquie, qui est assimilé à l'image de Gülen, et assimiler en fait ces deux phénomènes pour de renforcer en fait cette image, cette lien entre Gülen et c'est un journal qui tirait à près d'1 million d'exemplaires, je crois. Ouais. Il y a 3 ans, 4 ans. Et aujourd'hui, quels sont les rapports entre Zaman France et Zaman en Turquie ? Zaman, depuis la fondation, donc je suis fondateur, depuis 8 ans, c'était un journal éditorialement et financièrement indépendant. Évidemment, on partageait la même ligne éditoriale, on était soutenu par les sympathisants de ce mouvement ici en France, principalement. Mais c'était indépendant. Du coup, après les fermetures, après les saisies de Zaman, on a décidé de continuer avec le même marque, le même nom, comme un acte de résistance. Mais évidemment, on vit aussi les conséquences très très dures de cette répression. J'allais dire, juste à partir de ce coup d'État manqué, depuis le 15 juillet, votre travail est encore plus compliqué qu'avant. Vous êtes même menacé. Oui, bien sûr, on reçoit des centaines de menaces de mort, etc. Donc, alors que ce qui est ironique, Zaman France est connu quand même par ses positions très anti-militaires par rapport à la politique turque, et qu'on a, dès les premières heures, on a condamné le coup d'État, on a fait un édito spécial sur le sujet, on a fait notre une en disant que la République est sauvée par le peuple. Donc, il n'y a aucune ambiguïté dans notre position éditoriale, alors que, bien sûr, on ne peut pas changer l'image qui a été créée par les médias turcs. Donc, on vit les conséquences très dures. Aujourd'hui, même nos lecteurs, nos abonnés risquent des très, très graves conséquences juste parce qu'ils ont abonné à Zaman. Évidemment, il y a des lignes téléphoniques qui ont été créées par le gouvernement turc et on peut faire un appel à la délation. On peut dire que mon voisin lit Zaman. Donc, il y aura bien évidemment des conséquences légales de lire Zaman France, qui est un média français quand même. Donc, délation depuis Paris. Depuis Paris, depuis France, depuis Ankara. Ouais. Donc les lignes, c'est le palais présidentiel. On peut appeler le palais présidentiel pour dire qu'un tel citoyen français d'origine turque continue encore à lire Zaman, et qui est guleniste. Donc, on peut voir, par exemple, des lecteurs que leurs biens seront saisis ou leurs passeports seront confisqués. Alors, on va parler des responsabilités supposées, en tout cas, puisqu'Erdogan accuse Fethullah Gülen d'être derrière le coup d'État. D'abord, un mot sur les purges. Donc, on a dit 60 000 personnes, les chiffres varient de jour en jour, mais plus ou moins 60 000 personnes limogées, 26 000 arrestations. Plus de la moitié de ces personnes sont toujours encore en prison aujourd'hui. Tous les secteurs de la société turque ont été visés, l'armée, bien sûr, la justice, l'éducation, le monde des affaires et les médias, on vient d'en parler. Vous avez été surpris par l'ampleur de ces purges ? Écoutez, c'était un choc déjà. À mon avis, c'était l'attaque terroriste le plus pire de l'histoire récente de la Turquie, 15 juillet. Je parle de 15 juillet. Donc, c'était un choc, c'était un traumatisme national. Là, vous parlez de la tentative de coup d'État. Exactement. À partir de ce moment, rien n'est surprenant, rien n'est une surprise. Donc, l'ampleur de purge, à mon avis, ce n'est que le début. Les officiels, enfin les ministres du gouvernement parlent autour de 400 000 personnes qui seront touchées par ces purges. Ce n'est que le début.
il faut savoir. Donc, à mon avis, ces purges dépassent largement les gulenistes. Largement, car depuis 3 ans, déjà, le mouvement Gülen était dans le viseur du gouvernement. Il y avait une dizaine de millions de personnes qui ont été purgées, qui ont été virées, démises de leurs fonctions, ou 5000 personnes qui étaient déjà en prison. Et donc, à mon avis, c'est un acte pour déjà s'approprier l'appareil étatique dans sa totalité, la justice, etc. Et que c'était un moyen aussi de montrer, de consolider son pouvoir. Alors, Emre Demir, selon vous, qui était derrière le coup d'État du 15 juillet ? Évidemment, je ne suis pas bien placé pour dire que c'est Gülen ou pas. Et l'accusation officielle actuellement, c'est l'imam Gülen qui a en fait organisé ce coup d'État. Erdogan dit qu'il a des preuves de l'implication de Fethullah Gülen. Oui, pour le moment, les preuves sont des confessions écrites qui sont faites par des officiers torturés. Et donc, légalement parlant, juridiquement parlant, ce ne sont pas des preuves. Mais on verra, évidemment, il faut suivre l'investigation. Le grand problème, c'est l'indépendance de la justice en Turquie. Dans un moment, un jour après, on a vu les membres de la Cour constitutionnelle ont été arrêtés quand même. Donc, dans un contexte actuel, pour un juge turc, prononcer une décision qui n'est pas en faveur du gouvernement, c'est très très difficile. Hein. Il va être arrêté. Mais quoi qu'il soit, à mon avis, on aura beaucoup plus de preuves, des confessions, des détails, des vidéos, etc., qui vont montrer clairement les responsables à l'heure actuelle, depuis ça fait plus de 2 semaines, on ne connaît pas les instigateurs du coup d'État. Qui est le chef de ce junte militaire, parce que c'est impossible d'avoir un groupe de putschistes sans avoir un leader. On ne connaît pas le leader au sein de l'armée. Donc, il nous faut encore beaucoup plus d'éléments pour voir un portrait clair. Vous avez rappelé que les purges, fait que la répression sur le mouvement de Fethullah Gülen ne date pas du 15 juillet, déjà depuis plusieurs mois. Ce mouvement s'appelle l'Hizmet, je crois, en turc, ça veut dire le service en français. Et certains disent que c'était devenu un État dans l'État. Est-ce que pour vous, c'était vraiment le cas ? L'Hizmet, en fait, le mouvement Hizmet était en fait l'un des mouvements le plus populaire en Turquie. Il y avait 4 ou 5 millions de personnes qui ont plus ou moins touché à ce mouvement, ont participé à ces événements, ont étudié dans leurs écoles. Donc c'est un mouvement très très implanté. Évidemment, un mouvement sur lequel Erdogan s'est appuyé au début pour arriver au pouvoir. Bien sûr, c'était un allié d'Erdogan. Évidemment, il partage les mêmes bases sociologiques. Donc avant tout, c'est une histoire de pouvoir. Erdogan, c'est un leader pragmatique, c'est un tacticien. Il n'avait pas le luxe de partager son pouvoir avec un autre mouvement civil. Donc il y a déjà cette volonté d'atomiser la société civile, à s'approprier l'appareil étatique. Donc, il n'aime pas le concurrent. Évidemment, il y avait une présence des gens gulenistes très, très importants au sein de l'État, qui ont été purgés largement, à mon avis, depuis 3 ans. Notamment dans l'armée. L'armée, c'est ça la difficulté, en fait. Les limites de cette thèse de coup guléniste, c'est ça. L'armée est connue quand même par ses positions anticléricales, très laïques, et très hostile au mouvement islamique, différemment aux autres institutions étatiques. Et donc, c'est très difficile d'avoir une présence aussi forte guléniste au sein de l'armée turque. C'est ça ce qui me... Voilà, les questions, c'est autour de ça. On parle quand même, un général sur 2, 42% des généraux ont été arrêtés pour participer à cette tentative de putsch. Donc c'est très difficile d'avoir autant de gulenistes au sein de l'armée. Vous dites que c'est pas possible qu'il y ait 42% de généraux gulenistes. Alors aujourd'hui, Erdogan a passé une étape suivante puisqu'il accuse directement les Occidentaux, les Américains et les Européens d'être derrière le coup d'État. Il les accuse de soutenir le terrorisme, ça veut dire les Kurdes et les putschistes. Erdogan a dit mercredi que le scénario du putsch avait été écrit depuis l'étranger. C'est des accusations graves. Écoutez, à mon avis, il faut savoir, il y a un climat anti-occidental très, très féroce en Turquie. Et à peu près tout le monde pense que c'était il faut le dire aussi que la plupart des Turcs pensent que c'est Gülen qui l'a fait. Et Gülen était un pion des États-Unis qui a réalisé ce coup d'État. Donc, ce sentiment anti-occidental est largement partagé au sein de la société turque, non seulement chez les AKPistes, mais aussi dans d'autres secteurs de la société. AKP, c'est-à-dire le parti AKP erdoganiste, en fait, pour Erdogan. Mais jusqu'où pourrait aller cette fronde anti-occidentale? Jusqu'où pourrait aller Erdogan? On ne sait pas à l'heure actuelle si Erdogan utilise ces sentiments anti-occidentaux, ce discours anti-occidental pour jouer son carte contre le pays européen, pour acheter leur silence face à ces purges massives, ou c'est vraiment une stratégie de tourner vers
la Russie, la Chine et l'Iran. Parce que quand on regarde la nuit du 15 juillet, on a vu que la Russie et l'Iran étaient les deux premiers pays qui ont condamné le coup d'État, alors que les pays occidentaux, les pays européens ont condamné un peu tardivement, très tard dans la nuit. Donc il y a en fait ce sentiment, et quand on regarde les listes putschistes, on voit beaucoup de pro-occidentaux, pro-OTAN, les généraux pro-OTAN, qui ont été arrêtés et qui ont été remplacés par un groupe qu'on s'appelle en Turquie les Avrasyacı, donc qui défendent le rapprochement avec la Russie, la Chine, et propose de participer à l'Union de Shanghai. Oui, ce qui veut dire que d'après vous, si je vous comprends bien, que dans les prochains mois, les prochaines années, la Turquie pourrait quitter l'OTAN? C'est une possibilité. Jusqu'aujourd'hui, on a toujours considéré en fait cette branche ultranationaliste qui défend le rapprochement avec la Russie une minorité. Mais aujourd'hui, c'est une possibilité car quand on regarde les listes des généraux qui ont remplacé les putschistes, on voit clairement une tendance, une idéologie ultranationaliste très très présente, donc qui est un peu bizarre, qui est inquiétant aussi, mais c'est une possibilité. Mais Erdogan que je connais, je pense qu'il utilise cette carte, cette possibilité pour avoir déjà, il veut extradier en fait l'imam Gülen à la Turquie, c'est une menace c'est un chantage destiné aux États-Unis. Et il veut acheter le silence de Bruxelles face à ces purges massives. Comme il utilise la carte aussi des réfugiés, parce qu'il peut ouvrir les frontières, il a des centaines de milliers de réfugiés syriens, notamment sur le territoire turc, il pourrait très bien rouvrir les frontières pour qu'il y ait à nouveau une marée humaine, si j'ose dire, qui se répand sur l'Union européenne. À l'heure actuelle, en Turquie, comme il y a une grande crise quand même, et qu'il faut savoir qu'il y a une unité nationale autour de cette menace militaire, et on ne réfléchit pas beaucoup vraiment sur le sort des réfugiés syriens. Mais Erdogan, évidemment, c'est pas un idéologue. Erdogan n'est pas un idéologue, c'est un pragmatiste, c'est un grand tacticien et qu'on a toujours sous-estimé ses capacités tactiques jusqu'à aujourd'hui. Je dis ça pour ses opposants. Et qu'il a toutes les cartes pour jouer face à Merkel ou Obama. Quel est son objectif? C'est rester au pouvoir le plus longtemps possible? Oui, consolider son pouvoir, comme tous les leaders autoritaires. Changer la Constitution pour rester au pouvoir? Il n'a même pas besoin de changer la Constitution. Il a déjà fait tout ce qu'il veut en fait dans 2 semaines. Merci beaucoup pour ces explications, ces précisions. Je rappelle que vous êtes Emre Demir, le rédacteur en chef donc, de l'hebdomadaire Zaman France. Merci d'être venu parler de votre pays sur le plateau du 64 minutes.